pouvez imaginer l'ambiance qui va régner sur ce plateau. Voilà. Pour être plus sérieux, apparemment, les pronostics du vendredi dernier, je ne sais pas, n'ont pas marché parce que nous ne croyons pas à la tenue de la présidentielle en Guinée-Bissau. Oui, je dois dire qu'Albert Fogouté a mieux lu dans le mar de café que nous. Donc, je pense qu'il avait raison. Apparemment, factuellement, l'élection s'est tenue et le président, on va dire, le vice-président, on va dire, constitutionnellement, le putschiste institutionnel a été dégagé, on va dire, qui n'est pas au second tour. Donc, moi, c'est un sentiment de soulagement. Un sentiment de soulagement que cela se soit passé sans heure majeure et que, en tout état de cause, un second tour devrait arriver et que la Guinée, toutes les prédictions, toutes les sombres prédictions que je partageais personnellement ne vont pas arriver au pire et c'est plutôt une bonne nouvelle pour la sous-région, pour le pays en lui-même. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire. La présidentielle malgré tout. Non, je pense effectivement que nous avons peut-être été habitués par ces éléments-là que nous lisons au noir, qui sont ces éléments-là aussi noirs d'ailleurs, c'est une bonne lecture, mais de plus en plus, face à ces prévisions, ces éléments inquiétants, les peuples arrivent quand même à, on va dire, adoucir leur agressivité et parfois même leur désaccord qu'ils expriment pour pouvoir, on va dire, faire le jeu de la démocratie. Si ce qu'on fait là, et la démocratie bien évidemment fait le jeu de ça. Après, effectivement, passer ce cap du premier tour relativement, on va dire, sous des auspices, on va dire, plus gais que ce à quoi on espérait, nous donne envie d'espérer que ce qui va suivre, parce que cette fin d'année, l'année surtout à venir, est électorale. Et à plusieurs égards, des prédictions aussi au niveau de la sous-région sont la même chose, un peu plus inquiétant. Bon, j'avoue que si j'étais là, j'allais miser aussi la non-tenue ou plutôt le chaos, mais on va dire qu'on est soulagé comme François Xavier, mais on est heureux surtout que ça soit l'annonce du fait que toutes les élections à venir sont au rouge ou donnent à inquiéter, mais que les peuples trouveront toujours un moyen d'esquiver le pire. Je pense à l'autre Guinée, je pense aussi au Togo, à la Côte d'Ivoire où on parle déjà de revoir certains éléments comme la caution à la béninoise. On y reviendra. Je pense à tout ça et j'espère que, comme en Guinée, on va trouver les issues pour avoir peur mais après sourire. Voilà, à vous entendre, les inquiétudes sont toujours là. Claude Diao, au regard d'un certain nombre d'éléments, quand même, ou un certain nombre d'actions qui avaient été observées au niveau de ce pays-là, est-ce que vous aussi, parce que vous n'étiez pas sur le plateau avec nous, est-ce que vous aussi, vous aviez un peu de crainte quant à la tenue de la présidentielle le 24 novembre dernier? Alors oui, effectivement, comme tout le monde, je pense, j'ai eu de grosses craintes, notamment avec le limogeage de l'ancien Premier ministre Arecido Gomez, où tout le monde s'est demandé, d'autant plus que c'était lui qui devait organiser ces élections, tout le monde s'est demandé qu'est-ce que ces élections allaient devenir. Alors, il y a deux choses ces derniers jours qui m'ont particulièrement apaisé, je dois dire. Premièrement, ça a été la sortie du chef d'état-major général de l'armée qui a dit que l'armée resterait désormais loin du débat politique. C'est une chose qui en Guinée-Bissau est significative parce que effectivement pour l'histoire que ce pays a, la place de l'armée a toujours été très proche des politiques. Donc cette sortie là est
est vraiment apaisante. Et la deuxième chose, ça a été effectivement le choix du président sortant, M. Vaz, de reconnaître, même s'il dit qu'il y a eu quand même quelques fraudes, son choix de reconnaître l'issue de ce premier tour est très intéressant. Je pense que ça donne de bonnes perspectives pour le second tour qui va être notamment le 22 décembre. Le 29 décembre. Très bien. Albert Fogouté, vous devez être heureux parce que la tenue de la présidentielle, vous l'avez bien voulu et elle a été faite. Oui, malheureusement pour moi, je vais dire, on ne s'était pas donné au jeu de divination, bien c'était des jeux de logique. En tant que François, il m'avait convaincu. Oui, c'est vrai que voilà. Il y avait des raisons tout de même il m'avait convaincu, voilà. Et par rapport à ça, je tiens à remercier tous les acteurs au niveau interne et externe qui sont intervenus pour que effectivement qu'on puisse lancer des signaux d'importance à toutes les autres nations qui s'apprêtent pour les élections du même genre. Et surtout, les chefs d'État, ils doivent désormais dire voilà que nous ne sommes pas seuls. Sur ce chemin, je dois faire attention par rapport à ça et à tout compte fait, tout événement malheureux qui pourrait surgir pour handicaper la bonne tenue des élections. Et remercier aussi sérieusement le peuple bissau-guinéen qui, selon moi, se pose en un acteur de premier plan, parce que j'imaginais un instant si le président sortant arrivait en deuxième position, il pouvait tenter par tous les moyens de tirer le drap vers son côté. Donc, voici. Et justement, quand vous parlez déjà des résultats, le second tour, ce qui est déjà clair, c'est que le second tour, c'est sans José Mario Vaz. Déjà, quand vous analysez un peu les résultats, est-ce que, c'est vrai, Domingo Pereira, est-ce que Ambalo était tout de même, voilà. Oui, non. Ce qu'il faut dire, c'est que le parti historique est toujours en vie. Donc il faut dire aussi que on n'est pas à l'abri d'un retournement de situation. Mais pour moi, j'ai plutôt l'impression que c'est un boulevard qui s'est ouvert devant le parti historique d'Amilcar Cabral, et les résultats du premier tour ne devraient pas vraisemblablement varier au second, sauf cas de force majeure. Et cela annonce aussi une certaine recomposition de la classe politique, mais plutôt en marge, parce que ceux qui ont été exclus du parti présidentiel, étant donné, si on s'en tient aux résultats réalisés à ces élections, ont trop peu de chances de retomber sur leurs pattes. Donc on aura peut-être droit d'ici là à une opposition assez active et peut-être virulente. Mais je pense que le chemin est balisé pour que les résultats du premier tour puissent se consolider au second tour. Simplement aussi parce que les contestations émises au premier tour n'ont guère de chance de prospérer, puisque à l'international, tout le monde a donné un saut de crédibilité à ces résultats. Donc, sauf entêtement, je pense qu'on devrait aller vers une confirmation de ce qui s'est passé au premier tour. Et là, ça ouvre une nouvelle séquence de 5 ans à la Guinée-Bissau pour consolider un peu plus l'architecture politique qui est encore très fragile. C'est vrai, les militaires se tiennent loin de la caserne, on ne sait pas juste. Mais vous savez, la politique, c'est toujours une histoire de rapport de force. On ne sait pas ce qui va, pour peu que les pays, la Guinée-Conakry s'embrase, on ne le souhaite pas. Il peut y avoir des raisons X ou Y pour... on n'est pas à l'abri aussi de troubles lors du second tour. C'est un pays assez surprenant. Donc, et puis, comme Albert Fogouté me l'a démontré, il vaut mieux ne pas tirer des plans sur la comète et essayer d'aller à tâtons. Je pense quand même qu'on est parti pour que les résultats du premier tour soient consolidés et que la Guinée retrouve quelque peu un apaisement quand même, parce que les cinq années passées, quoi qu'on dise, on a quelque peu avancé. N'eût été sur le coup de poker que le président Vaz a tenté à quelques encablures des élections,
ça devrait, la CEDEAO pourrait avoir moins de travail pour les années à venir. Mais en attendant, soyons simplement heureux qu'on s'en soit sorti sans trop de cas. Je reconnais tout de même les résultats qui ont été proclamés. Cela ne voudra pas dire que je donne ma caution pour le premier issu des urnes, pour ce premier tour par exemple. Je parle de José Mario Vaz. Non, je pense et donc, il peut y avoir un retournement de situation. Je pense bien évidemment que le président, en le disant, tente, on va dire, de faire rallier, on va dire, ces éléments à la cause du deuxième, visiblement, en tout cas dans la lecture des résultats. Mais ceci dit, ça peut être aussi un essai, ça peut être une balle lancée comme ça pour pouvoir, on va dire, alourdir les enchères au niveau des négociations. Parce que, quelle que soit l'influence de la CEDEAO ou de la communauté internationale, ne passera que celui qui va bien négocier avec celui qui est là. Ça, c'est un élément. C'est vrai qu'aujourd'hui, la contestation rend le président actuel et, on va dire, sa tentative de déjouer l'ordre normal le rend un peu plus fébrile, mais il n'en demeure pas moins que c'est lui qui est là. Et donc, forcément, tout le monde va négocier. Quand il le dit, c'est peut-être pour, on va dire, tenter de compliquer les négociations. Ça, c'est un élément. L'autre élément, effectivement, c'est aussi le fait que, institutionnellement, l'influence du régime qu'il dirige jusque-là, l'influence passera aussi, même si cette influence-là n'a pas pu le positionner en première position. Et donc, je pense que les jeux sont toujours en cours. Il faut rester prudent, comme François Xavier l'a dit. D'ailleurs, comme le débat de la dernière fois auquel je n'ai pas pu participer, donc l'a démontré, il faut rester prudent, mais surtout voir quelques éléments. Un, le fait que le président sortant, même en étant impopulaire, c'est lui qui a l'appareil. On a toujours même cru qu'il a bénéficié encore d'un certain nombre d'une cote de popularité quand on sait que les populations même ou certaines voix se sont élevées contre l'intervention ou ce complément de troupes étrangères ou de troupes de la CEDEAO. Aujourd'hui, mais quand on en arrive à un résultat où il est quatrième, aujourd'hui, ça surprend pareil. Aujourd'hui, c'est compliqué. Aujourd'hui, avec, on va dire, cette ouverture des réseaux sociaux et autres, c'est compliqué de diriger. C'est compliqué vraiment de remettre en jeu sa chaise. Sauf si on arrive à faire des résultats, on arrive à mettre, on va dire, pas mal de monde d'accord. Ça, c'est compliqué. Parce qu'avant, vous aurez constaté qu'avant, les gens avaient plus de difficultés dans les grandes villes, surtout les capitales. Les régimes avaient des difficultés à gérer les capitales. Aujourd'hui, ça s'est étendu parce que la capitale a les mêmes débats que les villages, que, on va dire, les hameaux, à cause des réseaux sociaux, à cause de l'ultra-ouverture, donc, au niveau des réseaux sociaux et même des médias. Et donc, je pense que on va dire qu'il a perdu de plume tout naturellement parce que tout le monde comprend l'enjeu, les enjeux et même, on va dire, les implications des uns et des autres. Donc, ceci dit, moi j'aimerais, on va dire qu'on reste aussi prudent en se disant que même s'il était 10e, c'est lui qui a l'appareil. Et ça, jusqu'à la dernière journée, les négociations vont beaucoup peser. Ça, c'est un élément. Institutionnellement, c'est lui qui organise. Quoi qu'on dira que ce sont des institutions, mais c'est lui qui organise les élections. Ça aussi, ça compte. L'autre élément, effectivement, peut-être saluer, on va dire cette fois-ci, le succès des efforts de la CEDEAO. Ça n'arrive pas partout. Ça n'arrive pas. En tout cas, la CEDEAO se rejoue tout de même. Cette fois-ci, ces pressions ont payé avec l'aide de la communauté internationale, tel qu'on ne saura pas facilement définir, mais au moins la CEDEAO, cette fois-ci, a marqué un très bon coup. Claude Biao, José Mario Vaz, est-ce que nous allons vers sa fin politique où on doit constater que, effectivement, après, peut-être la présidentielle, il pourrait toujours exister sur l'échiquier politique de son pays? Je serais prudent comme les autres intervenants tout à l'heure, parce qu'effectivement c'est trop tôt pour dire si il avance vers sa fin politique. En revanche, c'est vrai que
c'est intéressant de voir comment les choses changent en ce moment, parce que avec le nouveau président qui, je suppose, sera consolidé dans sa position de premier à l'élection présidentielle, avec lui et les problèmes personnels qu'il a avec José Mario Vaz, il est possible qu'il essaye de le tuer politiquement en quelque sorte. Ça, c'est une chose sur laquelle on ne pourrait spéculer que quand on aura définitivement la confirmation de la victoire de M. Pereira. Et ça, c'est pas encore arrivé. Donc, je serais très prudent là-dessus. D'autant plus qu'une deuxième chose qu'on perd un peu de vue, c'est que Mario Vaz, pendant la période de la campagne, il est l'une des seules personnes qui a eu des consultations directes avec le haut commandement militaire. Donc, même si je viens de dire avec l'armée, avec cette proximité avec l'armée, même si je viens de dire que l'armée a décidé de se tenir à l'écart, ces consultations-là, pour moi, attirent l'attention. Je ne peux pas faire de spéculation au-delà de cela, mais je pense que c'est des choses qui devraient retenir l'attention. Est-ce que aussi ce retrait de l'armée, est-ce que cela ne se justifie aussi par le fait que la CEDEAO dit voilà, oui, nous apprécions ce qui s'est passé, mais attention. Effectivement, c'est vrai que c'est une chose qui est importante à retenir, c'est que la CEDEAO a eu un véritable rôle de pression, mais aussi ils sont restés constamment en médiation avec toute la classe politique bissau-guinéenne sur cette question des élections là. C'est quelque chose qui est vraiment intéressant de relever, mais encore une fois, la CEDEAO reste un organe qui est hors de l'État bissau-guinéen. Donc, ils auront beau apporter toute l'assistance, on peut appeler ça comme ça, nécessaire pour ces élections. Je pense qu'à un moment, ça va rester quand même une question de politique intérieure, une question de personnes et interinstitutionnelle. Et à ce niveau-là, c'est encore une fois trop tôt pour spéculer sur comment ça pourrait aboutir. C'est vrai que je n'ai pas pu avoir un certain nombre de contenus sur la tenue d'un second tour en Guinée-Bissau, mais je me dis, si la présidentielle s'est tenue le 24 novembre et puis on prolonge jusqu'au 22 décembre le second tour, est-ce que c'est pour prendre encore beaucoup plus de mesures pour une certaine stabilité du pays, Albert? Oui, certainement pour prendre encore plus de mesures et avoir les élections ou bien le premier tour. On ne voit pas des obstacles majeurs qui pourront handicaper le reste du processus électoral, parce que le président... Méfiez-vous de l'eau qui dort. Justement, bon, lui-même il ne pèse plus autant pour essayer de dire qu'il va handicaper, parce que son premier coup de force a échoué et que actuellement je suis en train de voir que la commission est chargée d'organiser la direction des élections et est pratiquement autonome, entre griffes, sous aucune influence et pratiquement à la main libre pour acheminer voilà, tout ce qu'il faut, ou bien mobiliser tout ce qu'il faut pour la bonne conduite du processus à suivre. Qu'est-ce qui peut justifier, je vous pose autrement la question, qu'est-ce qui peut justifier le fait que le second tour se tient le 22 décembre? Je pense qu'il faudra poser la question à la commission de la CEDEAO. Il faudra poser la question à la commission de la CEDEAO. Non, je pense qu'il y a des précautions à prendre. Parce que déjà, par rapport aux contestations de celui qui est arrivé en second, institutionnellement, les contestations ne sont pas déjà évacuées, même s'il y a des réponses ici et là. Donc il faut laisser le temps aux institutions de statuer là-dessus, d'évacuer officiellement la contestation. Par exemple, ça, on ne peut pas passer au second tour. Maintenant, il ne faut pas oublier que le premier tour ne s'est pas déroulé à 100% dans les meilleures conditions. On a eu du mal un peu aussi à compiler les résultats de certaines parties du pays. Il y a eu des problèmes logistiques un peu partout. Donc je pense qu'il est tout à fait normal. Et il y a un certain bouillonnement dans certaines régions du pays. Ce n'est pas parce que la Guinée-Bissau est un petit pays qui n'est pas aussi assujetti aux pesanteurs socio-ethniques comme dans notre pays. C'est toute l'Afrique qui est parsemée de cela, et après le jeu politique se résout simplement à ce type d'empoignade. Donc je pense qu'il y a des précautions à prendre par rapport à tout cela pour assurer un second tour assez transparent, parce que les tensions peuvent monter très vite. Et donc je pense que
ce n'est pas la première fois que ça arrive. C'est déjà, ce n'est pas forcément inédit que ce soit pratiquement un mois après qu'on organise les élections, parce que il faudra, les élections sont tenues le 24. Là encore, on doit évacuer les contestations, aller permettre aux candidats d'aller sur le terrain et après fixer. Donc je pense qu'il n'y a pas péril à la demeure. Moi, pour revenir à la fille, je ne pense pas qu'on ne peut pas dire que Vasse ne risque pas d'être mort politiquement. Il est encore trop jeune et je pense que quand même, vous savez, si vous opérez un recul de 10 ans, 15 ans, c'est pratiquement les mêmes acteurs qui reviennent, qui se passent le plat les uns après les autres. C'est vrai que c'est les mêmes partis. Aujourd'hui, la spécificité avec Vaz, c'est qu'il ne bénéficie plus d'une couverture comme ce parti historique. Non, comme quand vous avez le pouvoir, vous avez forcément un avantage. Quand vous avez le pouvoir, quand vous perdez le pouvoir, vous avez le désavantage qui va avec. Mais il n'en demeure pas moins que, vous savez, j'ai écouté, c'est vrai que c'est un petit prisme, j'ai écouté ici et là les envies des populations, les envies de changement, ainsi de suite. Donc il y a beaucoup d'espoir qui sont placés en celui qui est là. Et souvent il faut se méfier de ce type de... Quand vous avez beaucoup d'espoir qui sont cristallisés sur vous, vous avez encore plus de chances de décevoir les gens et vous avez encore plus de chances de les retourner contre vous. Déjà, donc les premières années, une année et demie suffit peut-être largement, et on sait très bien, on est dans un pays qui prouve que l'opinion peut pour peu que vous les boussoliez un peu, l'opinion peut se retourner rapidement contre vous. Donc il n'est pas dit que on n'est pas à l'abri d'un retournement de situation, parce que c'est un pays qui vient de loin, c'est un pays extrêmement pauvre. C'est vrai que le Bénin est un pays moins avancé également, mais je pense que la seule culture d'exportation chez eux, c'est le cajou. Donc c'est un pays quand même qui a de sérieuses difficultés. Donc pour peu que les espoirs placés au président, à celui qui est venu en première place, soit déçus, ça permettra de relancer toute l'opposition. Donc je pense qu'on est vaste encore des chances de revenir sur les devants de la scène. Et pour finir, juste l'armée, vous savez, il y a plein de généraux, un paquet de généraux bissau-guinéens qui ne peuvent plus sortir de leur territoire. Certains sont écroués aux États-Unis. Donc je pense qu'au final, même quand on parle de politique, chacun s'assoit confortablement dans sa chaise, dans sa chambre, et fait ses calculs. Parce qu'aujourd'hui, c'est difficile En fait, je pense que chacun mesure les rapports de force qu'il y a sur le terrain. Cette histoire de on est loin du pouvoir de caserne, oui, ça c'est la communication. Après, ces généraux, c'est un petit pays. Donc, l'armée ne change pas de visage ou de tête. Il n'y a pas, même si un pays comme le nôtre a connu en 10 ans une inflation de généraux, tout le monde n'a pas, c'est vrai qu'il y a une récompense politique de ceux qui vous ont soutenu, mais je pense qu'il n'y a pas pléthore de généraux chez eux. Donc à un moment ou à un autre, même quand on déteste celui qui est là, même quand on est beaucoup des opposants, on fait ses calculs parce qu'on est surveillé. Et pour peu, vous savez, aux États-Unis, les États-Unis ont fléché ce pays depuis plus de 15 ans, un narco-pays, ainsi de suite. Donc tout le monde est surveillé, l'Union européenne également. Donc pour peu que ça déraille un peu, les sanctions étrangères sont là, donc chacun fait ses calculs. C'est un peu comme... mais est-ce que nous ne courons pas, parce que nous l'avons évoqué la fois dernière, est-ce que nous ne courons pas vers un risque de vous rappeler en 2012 ou 2014 où entre les deux tours, l'armée qui a décidé de prendre le pouvoir, est-ce que nous ne courons pas, je fais la question à Latifou Boni. Moi je pense que cette fois-ci la situation est politiquement maîtrisé, ou du moins dans le jeu politique maîtrisé. Quand je dirais politiquement, c'est plus compliqué, mais dans le jeu politique, la population fait le jeu, même s'il y a des zones chaudes, un peu de troubles, mais la population fait le jeu. Il n'y a pas eu de violence. Et puis, institutionnellement, la mécanique roule. Tout va bien. On est peut-être dans la gestion des contestations et autres, mais il y a déjà la date, même si elle paraît trop longue, mais tout est prévu. Ça va. Le plus dur, c'est de voir le monsieur qui est là dit,
je suis d'accord, même si je suis perdant. Ça, c'est déjà, je pense que c'est déjà un élément pour éviter, en fait, des alibis à l'armée, de refaire sur place, de refaire plutôt surface. Et d'ailleurs, quand le président valide peu ou prou, le reste, l'armée était obligé en réalité de dire on n'est pas mêlé, vous vous inquiétez pour rien, nous on surveille, ça va, tout va bien. Donc je pense que cette fois-ci, j'ai l'impression que tout votre espoir se fonde justement sur José Mario Vaz. Non, quoi qu'on dise, c'est-à-dire la position belliqueuse la plus dramatique, c'est lui qui pouvait l'afficher. Même s'il n'a pas l'adhésion de l'armée, il aura au moins des éléments pour faire blocage. S'il le décide. En tout cas, je sais qu'il n'a pas non plus dit ok, je reconnais volontairement. Je sais. C'est pour ça j'avais dit que la CEDEAO cette fois-ci et toutes les autres parties prenantes avaient réussi. Mais ceci dit, le plus dur c'est ça. Qu'un président dit je ne reconnais pas, je ne cède pas, il n'y a pas de deuxième tour, c'est ça le plus dur. Maintenant il dit ça va, même si je ne soutiens pas le premier. Donc en fait, on est dans un jeu normal politique qui est ouvert, la mécanique tout simplement roule, même s'il y a des difficultés, la commission elle a les cartes en main, elle a sa date, tout le monde est dans le jeu. Dans le cas où nous avons un retournement de situation, par exemple, où Domingo arrive à perdre, on se pose, d'accord, au second tour, est-ce qu'il ça pourrait avoir une portée négative sur le pays? Alors c'est une question complexe parce que la popularité de Domingo est vraiment basée sur la popularité du PAIGC, du parti qui est à la base. Donc si Domingo perd et que après lui c'est monsieur Ambalo qui gagne, Ambalo, il faut le savoir, son parti, le MADEM, est créé par des dissidents du PAIGC. Donc c'est toujours à l'intérieur du même parti que, en fait, c'est des dissidents du PAIGC qui créent ce parti d'opposition là, et donc il garde une partie de la base populaire qui était à la base acquise au PAIGC. Donc c'est difficile de dire de but en blanc que si jamais Pereira perdait, ça signifierait qu'il y aurait de nouveaux troubles. En revanche, c'est vrai que avec la base qu'il a, et après avoir eu 40% à l'élection, c'est quand même difficile de perdre ensuite. C'est vrai mathématiquement, à moins d'une faute drastique, on ne peut pas, les reports de voix, même si ne sont pas toujours mathématiques, mais je ne connais pas l'écart de voix entre 40%, je ne sais pas combien, 25%. Déjà, combler 10 points, c'est énorme. Quand il n'y a pas des à côté, même quand il y a report de voix, c'est conséquent. Et souvent, quand ça se fait, un cas sur deux sont problématiques parce qu'il devrait y avoir une fraude. Il est à moins d'un cataclysme. Il est tout à fait anormal que un tel écart puisse se retourner simplement parce que la population aurait changé du jour au lendemain de braquet ou de centre d'intérêt, à moins qu'il y ait tous les autres candidats se rassemblent, c'est possible. Même si tous les autres candidats se rassemblaient, je vois vraiment, c'est vraiment invraisemblable que avec cet écart-là, ils puissent rattraper et dépasser, parce qu'il faudrait dépasser pour, on ne parle pas d'égalité, mais il faudra dépasser pour atteindre ce... De toute façon, on reviendra dès qu'il y a quelque chose de nouveau et de rare. Comme vous le dites. On va regarder très rapidement le second sujet, c'est bien le Mali. Avec le Mali où on parle de collision de 2 hélicoptères français et mort d'homme tout de même, 13 soldats, et avec, on pourrait dire, l'OI qui revendique. On dit que la France ou les armées françaises estiment que ce n'est pas le cas, ce n'est pas l'OI qui a voilà, qui dit la vérité concrètement. Je pose la question à Albert. Je pense que d'abord, pour revenir, il faudrait rendre hommage à la France, rendre hommage aux parents des victimes et aussi à l'État malien. Et pour revenir sur ce que
voilà, la divergence des opinions entre l'EI et la déclaration du chef d'état-major. Je pense que les boîtes noires des deux locaux sont récupérées et d'ici là, nous aurons l'intégralité des informations concernant l'accident, c'est-à-dire concernant ce qui s'est réellement passé. Mais à entendre le chef d'état-major de la France qui s'était exprimé, je crois bien que l'EI n'a rien à voir, seulement qu'il veut attirer l'opinion publique ou bien attirer l'attention de l'opinion publique sur sa capacité de nuisance et voilà que ils l'ont quand même démontré. Avant de Claude Biao. Oui, c'est une question qu'il faut prendre avec beaucoup de pincettes parce que il reste quand même que c'est un fait de guerre. C'est malheureusement une situation qui est extrêmement difficile à la fois pour les populations du Mali d'abord et ensuite pour l'armée française et pour ses soldats qui sont morts. Il y a une chose qui est importante dans la stratégie de l'EI dont on s'est rendu compte depuis au moins la chute en mars dernier, c'est que la communication de l'EI s'est renouvelée en quelque sorte. Je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, mais ils ont lancé une campagne de communication en bonne et due forme qui s'appelle et le meilleur pour les justes, qui a été lancée juste après la chute de leur dernier bastion en Syrie. Et je pense que cette revendication pourrait s'inscrire dans ce type de communication. L'UI est très présente dans la région, mais elle n'a jamais vraiment, bon ça ce n'est que mon avis, mais j'estime qu'elle n'a jamais vraiment opéré directement par ses combattants dans cette région. Ce qu'il faut savoir, c'est que beaucoup de groupes terroristes qui ont cette grosse envergure, comme Al-Qaïda notamment, et comme l'UI ici aussi, sous-traitent en quelque sorte la menace, sous-traitent la terreur. Donc, c'est d'ailleurs pour ça qu'ils prennent 2 ou 3 jours pour revendiquer et éventuellement diffuser les vidéos. Mais il y a 2 choses qui me frappent. La première, c'est que dans son mode opératoire, l'EI, quand elle revendique ce type d'attaque d'envergure, publie des vidéos ou des photos. Ici, ils n'ont fait que publier un communiqué. J'estime que ça devrait attirer l'attention. C'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que quand même, par rapport à la situation, au type d'action qui est posé, des tirs qui auraient causé cette collision. Voilà, qui aurait causé cette collision, c'est assez invraisemblable parce que quand je revois un peu les dernières occurrences de ce type-là avec l'EI, la dernière date de 2017, avec l'hélicoptère de Mossoul, de l'hélicoptère de l'armée irakienne qui a été abattu à Mossoul. Et en 2017 et aujourd'hui, il y a eu énormément de choses qui sont passées. L'EI a perdu son dernier bastion, leur chef est mort. C'est vrai qu'ils ont, dans la foulée, nommé une nouvelle personne, mais on voit bien que ils se prennent un peu... Toute cette situation, voilà, c'est vraiment, de l'impression. À mon avis, c'est vraiment une bataille de communication qu'ils essaient de gagner pour... continuer de montrer qu'ils sont dans la place. Mais voilà. Très bien. François Xavier. Oui, moi, je pense quand même que c'est comme M. Biao vient de le dire, on est simplement dans une bataille de communication. J'ai lu un peu partout sur les réseaux sociaux que les gens sont étonnés de ce que, voilà, 2 avions qui font... Ça arrive tous les jours. Ça peut surprendre les gens, même à l'entraînement. Vous savez, il y a... dans le langage militaire, il y a ce qu'on appelle... Il faut quand même quelqu'un pour revendiquer. Non, moi je ne parle pas de la revendication. Je ne parle même pas de la revendication. Je pense à la polémique qu'il y a fait même en France aussi au niveau des politiques. Déjà, boîte noire ou pas boîte noire, là on est dans le secret défense, on dira ce qu'il faut au minimum parce qu'on ne pourra pas dévoiler tout parce que ça ne se fait simplement pas. Même si le Bénin se retrouve dans ce cas, il y aura des opposants qui vont pérorer à gauche et à droite. Il y a des choses qu'on ne dit pas, surtout quand ça concerne l'armée et des secrets d'État. Maintenant, qu'est-ce que je veux dire? Aujourd'hui, quoi qu'on pense de ce que la France fait au Mali, pour tous ceux qui s'intéressent à la stratégie militaire, aux opérations militaires, c'est un cas d'école. Et tous les grands pays, les États-Unis en avant, l'Allemagne, ainsi de suite, observent très bien ce qui se passe là-bas. Parce que les gens ne se rendent pas compte, on est dans le désert. Et quand on est dans le désert, déjà le matériel est mis à très rude épreuve. Et beaucoup de pays, quel que soit l'appel d'air que la France fait, beaucoup de pays ne s'y engagent pas. L'Allemagne s'y est engagée, à minima.
Les Pays-Bas sont engagés, ont mis du matériel sur le terrain, ont fini par les retirer. L'Australie aussi a fait la même chose. Parce que simplement, au-delà des rapports de force géostratégiques, dans la pure doctrine militaire, ce que les Français font au Mali, c'est quelque chose de dantesque. Je vous donne un seul exemple, c'est pas la première fois que ça se passe. On a 2 avions. Aujourd'hui, on sait que dans ce contexte bien particulier dans le désert, ce sont les deux hélicoptères, ces 2 hélicoptères de combat et de mini-transport de troupes qui sont les plus à même quand vous mettez dans le même sac les Chinook américains, les hélicoptères de combat russes, ainsi de suite. Ces deux catégories d'avions ont démontré qu'ils peuvent opérer dans ces conditions-là. Parce qu'il y a un détail très simple. Vous savez, que ce soit sur le territoire afghan, en Afghanistan, en Irak, ainsi de suite, on a vu depuis 10 ans une mobilisation, un déploiement de forces brutes avec les meilleurs équipements américains, ainsi de suite, où il y a eu des pertes également. Le champ d'opération sahélien encore plus fort, parce que quand vous envoyez un hélicoptère de combat sur une opération d'1 heure ou 2, que ce soit un avion de surveillance, et surtout les hélicoptères de combat qui sont près du sol, qui sont amenés à déposer des troupes à des endroits précis. Quand vous faites tous les petits pays qui n'ont pas ce ne le connaissent pas souvent, il faut faire souvent de la maintenance, ainsi de suite. Le problème, c'est peut-être anecdotique. Le problème qui pose le plus le cas qui pose le plus de problèmes aux forces françaises et aux forces internationales qui opèrent, ça va vous surprendre, mais c'est le sable. Le sable fin du désert fait que ça a mis en panne toute une série de matériel. Parce que, comme les Américains l'ont fait en Afghanistan, les règles de maintenance changent du tout au tout. Et ça rend le coût de maintenance plus élevé, les conditions de maintenance plus élevées, et donc l'opérationnalité, les règles d'opération, que ce soit de nuit ou de jour, de façon difficile. Donc ce type d'opération où vous avez 2 hélicoptères qui sont côte à côte, même si vous avez des pilotes qui sont entraînés matin, midi, soir, ça arrive. Et ça me rappelle l'attaque quand Ben Laden a fait. Le peut exploiter le sable dont vous parlez. Ce que vous voulez dire, c'est qu'on parlait d'occurrence, ça me rappelle ce qui est arrivé juste après la mise hors d'état de nuit de Ben Laden. Vous savez que juste après, cette nuit, le lendemain, toute une bonne partie des unités qui ont fait l'opération étaient décimées dans un hélicoptère de Chinook, des hélicoptères sophistiqués de transport de troupes, avec des forces spéciales qui sont habilitées, des pilotes qui ne font que ça, qui sont des unités spéciales. Ils viennent d'opérer, ils partent, et l'avion s'est... Donc en un mot, ça arrive. Mais le I est dans son rôle, et de revendiquer. Non, je ne pense pas. Enfin, les avions parlaient de guerre de communication, donc je pense que c'est une récupération d'un refus de communication. L'UI a récupéré un refus ou une mauvaise communication de la part de l'armée française ou de la France. Il y avait un vide. Sérieusement, François aurait mieux communiqué si c'était lui qui s'était chargé de dire ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'on a entendu 13 morts. Ça, c'est clair. Après, quand vous lisez tous les papiers, je vous assure qu'il y a des contradictions. Il y a des éléments, pas tout à fait, c'est-à-dire des éléments parfois nettement contradictoires. Et donc, lui en a profité pour, sans doute, enfin, là encore, c'est mon opinion, lui en a profité pour inscrire cela dans sa campagne. Aujourd'hui, l'EI a besoin de visibilité. C'est une marque publicitaire quand même. Ne l'oubliez pas. Donc, l'EI a besoin de se refaire une santé. Il faut des actions d'éclat. Et donc, mais ceci dit, si je mets à côté cette intrusion même tardive de l'EI, qui sans doute avait besoin du petit groupe et des éléments avant de communiquer. Donc, même si on mettait cette intrusion de l'EI à part, la communication sur le drame reste, l'explication reste mitigée, sinon très mal construite. Mais cela montre tout de même que la France a des difficultés. Non, c'est pas une affaire de... Quand on en arrive, excusez, quand on en arrive également, vous avez entendu le président, on ne voudrait pas rentrer dans la polémique de mort cérébrale, mais quand vous entendez le président français lui-même demande une plus grande implication, par exemple, de l'OTAN au Sahel, est-ce que ce n'est pas un aveu d'échec ou...
Alors, je ne sais pas si c'est un aveu d'échec, parce que la France m'a semblé consistante dans sa démarche de vouloir amener des partenaires à intervenir avec elle dans cette intervention depuis le début, parce qu'ils ont, comme l'a rappelé un intervenant tout à l'heure, ils ont invité d'autres Européens, partenaires européens à intervenir. Donc c'est pas particulièrement un aveu d'échec, mais je pense que effectivement cette occasion a pu être favorable pour réitérer cet appel au partenariat. Il ne faut pas oublier aussi que l'une des choses sur lesquelles la France s'est continuellement battue jusqu'à présent, c'est la montée en puissance du G5 Sahel, et même pour la montée en puissance du G5 Sahel, il y a eu toujours un appel au partenariat qui n'est pas encore totalement accompagné, mais je ne pense pas qu'il y ait eu que ce soit un aveu d'échec en particulier. C'est peut-être une continuité de l'appel continuel de la France. Je voudrais revenir sur la question de la communication qui a été faite par l'armée française. Je ne suis pas totalement d'accord sur le fait que l'armée française ait mal géré cette communication, parce que les communiqués officiels de l'armée française ont été clairs. Selon les éléments qu'ils ont, il y a eu une collision en vol, en situation de combat entre deux hélicoptères, et il y a eu 13 morts. Ensuite, il y a eu effectivement toutes les possibilités d'interprétation que la presse, les journalistes dans leur travail ont fait en relatant les faits. Et ça, c'est une chose qui en exploitant les failles de la communication. En relatant les faits. En fait, en exploitant les failles de la communication. En fait, pour une communication de crise basique, c'est les responsables qui sont en charge ne peuvent que dire ce qu'ils ont et ne pas aller plus loin, parce que le risque parce qu'on parlait aussi des armées, nous parlons de l'armée. Le risque en allant plus loin, c'est de se retrouver dans une situation où ils ont dit des choses qui se révèlent fausses, parce que en ce moment les boîtes noires ont été récupérées. Ils nous diront, et je pense qu'ils le diront jusqu'à ce que ça soit terminé, ils nous diront qu'on attend les résultats de l'enquête. Et à mon avis, n'importe quelle autre armée aurait fait ça. En revanche, c'est vrai que les commentaires de la presse sont allés dans tous les sens, et c'est normal, puisque c'est ça le jeu démocratique. Mais je ne pense pas que ça soit un problème en particulier. C'est normal que ce genre d'événement crée ce genre de débat autour de la... Oui, non, c'est bon. Non, ce que je voulais dire, c'est qu'il ne faut pas mélanger deux choses. Cette situation conjoncturelle qui vient de se passer a bouleversé un peu l'agenda d'Emmanuel Macron. Depuis près d'un mois, il est dans une bataille de stratégie avec Donald Trump. Parce que dans le même temps, quand on parle d'OTAN, c'est juste un appendice de ce qui se passe au Sahel. On est vraiment dans une bataille sémantique où les Américains disent aux Européens, écoutez, vous ne devrez pas, vous ne traitez pas avec les Russes, vous ne dépensez pas assez d'argent pour l'OTAN, et dans le même temps, les Américains font tout pour pilonner tout ce qu'il y a comme effort de créer une armée européenne de la défense. Donc Macron dit, bon, écoutez, vous ne pouvez pas demander la même chose et son contraire. Et là, c'est lui qui a donné cette phrase, que c'est lui qui a dit l'OTAN à mort cérébrale. Et il n'a pas reculé, même quand les États-Unis le disent, il ne recule pas. Là, on est dans une bataille stratégique. Soit on s'engage tous pour l'OTAN, comme vous l'avez dit, et on fait de l'OTAN une force opérationnelle, mais il n'est pas question qu'on dise on va avec l'OTAN et les Américains fonctionnent toujours en solo, en parasitant une bonne partie de l'Europe, en amenant avec eux la Grande-Bretagne, la Belgique, les Pays-Bas, ainsi de suite. Donc on est dans cette bataille. Mais pour parler de la communication, je pense que c'est les militaires qui sont les plus grands perdants dans cette histoire. Parce que déjà, qu'on soit chef d'état-major général, on est corseté par l'agenda politique. Donc si vous avez bien vu, même la conférence de presse officielle, c'est la ministre de la Défense qui donne le là de la conférence de presse. Ce que le chef d'état-major dit, il dit le minimum possible. Parce que déjà, il faut dire aussi qu'il y a un effet de sidération. Les gens ne s'attendaient pas à ça. Me rappelle sous Sarkozy la catastrophe qu'il y avait eu en Afghanistan, la vallée d'Ousbil, où du coup, on se retrouve avec, je pense, 18 soldats dans une vallée qui se font pilonner sans aucune assistance pendant toute une nuit. Donc, en fait, les politiques et les militaires, les journalistes sont... Comment ça peut arriver? Ça peut nous arriver. Les Américains... Nous, France. Non, c'est pas une affaire de France. Bon, en tout cas, une armée professionnelle bien entraînée, c'est arrivé maintes fois aux Américains. Donc, quand on entend ce type de nouvelles, même les autorités au plus haut niveau sont dans un état de sidération. Qu'est-ce qui a dysfonctionné pour que nos gamins se fassent? Parce que et là,
les journalistes aussi sont dans leur rôle. Il y a eu des reconstitutions. Donc on est tout à fait dans la gestion normale de cette crise. Et les militaires, encore une fois, dans ce cas de figure, sont perdants parce que leur communication est encadrée au millimètre près, parce qu'ils ne peuvent pas dire n'importe quoi. Très bien, très bien. Il a laissé, il parle. Albert Fabouté. Ah oui, que ce soit un aveu de faiblesse ou pas, je pense que l'information à préciser, c'était pour se rappeler que c'est tout le Sahel, qui est concerné par ces réseaux de djihadistes. Et la France à elle seule ne peut pas espérer faire grand chose, qu'on le dit. Elle a des problèmes internes, elle a aussi les difficultés sur le plan financier, logistique et tout. Elle a aussi des craintes de terrorisme chez elle-même. Donc, je ne pense pas que les moyens qu'elle pourra déployer pour ces opérations pourront suffire pour réellement faire le travail. Donc, réellement, la France à elle seule ne suffit pas pour mener l'opération à bien et inviter les partenaires. Donc, la France a besoin de l'OTAN. Justement. L'OTAN qui est dans je pense, au fait, oui, le président, je pense qu'il aurait raison de le dire, parce que l'OTAN, l'action de l'OTAN actuellement est pratiquement terminée si nous allons considérer la notion de post-guerre froide. Actuellement, elle fait quoi? Rien. On disait que voilà, l'OTAN était une force qui allait protéger les Européens contre les menaces soviétiques. Et force est de constater que tout juste après la période ou bien la période post-guerre froide, l'OTAN est resté en fonctionnement pratiquement sans intervention dans les opérations, voilà. Voilà. En tout cas, on se rappelle quand même de la Libye. Bon, il y a la Libye. Bon, on se rappelle. L'OTAN, il y a eu l'Afghanistan, il y a eu l'Irak, ainsi de suite, même si les Américains ont pris les devants, et puis l'OTAN revit plus que jamais avec la menace russe en griffe. Mais ce qui chiffonne les Européens, même s'ils ne le disent pas, et Macron, de ce point de vue-là, est très courageux d'affronter directement les Américains, c'est que les Américains ont toujours un discours de, voilà, nous sommes ensemble, nous sommes votre partenaire, nous sommes au fronton, nous défendrons coûte que coûte, vous êtes... Les Américains ont encouragé beaucoup de pays européens à ne pas développer, à ne pas se lancer dans le nucléaire, parce que de toute façon, nous serons là pour vous défendre. Et dans le même temps, quand il s'agit de dossiers sérieux qui menacent leurs intérêts personnels, même en Europe, ils vont en solo. Ça a fonctionné comme ça. C'est une stratégie pour maintenir quand même cette posture de puissance mondiale. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'un président a beaucoup de mérite et de courage de dire, oui, bon d'accord, on est dans le même bateau, mais il faut que les règles, et il prend Donald Trump à son propre piège. Donald Trump a eu un discours offensif quand il est venu, et Macron ne lui sait que ce qu'il a dit. Donald Trump n'est pas le seul, je ne sais pas, ennemi en griffe de Macron par rapport à l'OTAN. Je parle de griffe. Si moi je revenais, je pense peut-être qu'on va avoir l'occasion de faire l'émission sur l'OTAN, la Turquie. Donc je pense que l'Europe est en train, au-delà de la stratégie américaine, l'Europe est en train de subir ses propres contradictions. Exactement. Maintenant, revenir au Mali, dire que François Xavier a dit sidération, on va dire cette émotion effectivement qui transcende tous les débats et même toutes les analyses du discours et de la communication. Ça, s'il n'y avait pas ça, vous aurez vu que ce qui s'est passé au Mali, l'État islamique a raison de nous rappeler que ce n'était pas clair en fait, que ça pourrait être exploité par n'importe qui. Ce qui s'est passé au Mali révèle aussi certains éléments antérieurs sur lesquels on n'a pas trop insisté parce que on était dévasté par la sidération, par l'émotion. La trentaine de militaires maliens tombés, là encore on a attribué ça aux djihadistes, aux terroristes. Donc je pense qu'il y a un gros problème au Mali. Sinon, effectivement, qu'il y ait de collision dans un combat, peut-être que ça arrive, mais pour des armées ultra modernes évoluant, même s'il y a du sable, même s'il y a un vent de sable ou une tempête de sable évoluant avec les moyens infrarouges et tout ça, je pense qu'il y a pas mal d'éléments à souligner. Mais ceci dit,
ça sonne effectivement le fait qu'on peut considérer aujourd'hui que la France, dans sa stratégie, soit n'est pas juste ou a échoué. Mais il y a une chose sur laquelle, je voudrais rapidement revenir là-dessus. Le partenaire dont la France a besoin au Mali et dans le Sahel, c'est pas l'OTAN, c'est le Mali, c'est le Burkina Faso et c'est ces pays-là, c'est le premier partenaire. Il m'a semblé que la France n'a jamais joué franc jeu avec la Mali. Nous y reviendrons, le temps est parti.